Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire autour du sujet de la réduction du time to market de sa transfo digitale, notamment grâce à la gestion de l'identité. En attendant les retardataires, quelques éléments concernant le webinaire. Tout d'abord, on vous invite plutôt à utiliser le son de votre ordinateur plutôt que d'essayer de vous connecter à travers votre téléphone, tout simplement pour des qualités d'écoute. Si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas pour créer de l'interaction à utiliser l'onglet Q&A de manière à pouvoir poser les éventuelles questions que vous pourriez avoir avec les intervenants. Vous trouverez dans la partie liens utiles toutes les informations sur notre blog, nos diverses ressources disponibles, nos réseaux sociaux et également notre offre d'audit dont on parlera un peu plus tard. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet Aide. Et pour information, ce webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition sur notre site web dès demain. On va attendre encore quelques secondes, puis nous allons démarrer. Merci de votre patience. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc Hugo Brizard, donc en charge des ventes chez Rich5. Et moi-même, Guillaume, j'accompagne un certain nombre de clients grands comptes dans leur stratégie autour de l'identité client. En termes d'agenda, aujourd'hui, nous allons aborder principalement 3 points. Le premier, un petit peu plus théorique, bien évidemment, sur les attentes autour de l'expérience client. Ces attentes qui vont se concentrer notamment sur la partie authentification, sécurité, mais également confidentialité de la donnée. La gestion de l'identité est un outil clé aujourd'hui dans la transformation digitale. Pourtant, il est quand même très sous-estimé par les organisations puisqu'il faut arriver à l'expliciter de manière assez simple aux interlocuteurs, ce qui n'est parfois complexe. Et enfin, dans la vraie vie, ça donne quoi? On va vous parler d'un certain nombre de parcours qui sont possibles à travers une gestion fine de l'identité, puis nous aurons une session de questions-réponses. Pour commencer cette première partie sur les nouvelles attentes d'expérience client, je vais commencer par une citation. Cette citation elle a été faite par le patron de Walmart, qui rappelle une des bases aujourd'hui autour de l'expérience client, que ce soit d'ailleurs online, offline, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul patron. Le client, il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Donc quand on parle aujourd'hui des enjeux autour de l'expérience client, c'est important de dire que c'est un élément différenciant par rapport notamment à vos compétiteurs pour pouvoir faire en sorte que vos clients arrivent à retrouver l'expérience attendue sur vos différents touchpoints avec eux. Alors, quand on reprend l'expérience client d'il y a 10 ans, 20 ans, elle se limitait à un certain nombre de points de contact qui étaient assez simples. C'était du magasin, c'était potentiellement du site web pour ceux qui étaient les plus développés à l'époque, et également du call center. Or, aujourd'hui, il y a une multiplication des points de contact qui s'est créée, notamment avec l'émergence des applications mobiles, des réseaux sociaux ou encore des objets connectés qui font que aujourd'hui, il faut arriver à prendre en compte tous ces points de contact dans la construction de l'expérience client que vous souhaitez mettre en place pour vos différents fronts clients. Alors, si on regarde quelques chiffres pour démarrer, tous ces chiffres sont basés sur une étude OpinionWare Rich5 qui a été réalisée en 2019. Les parcours clients aujourd'hui sont à réinventer. Concrètement, le mot de passe dont on parle depuis très très longtemps de son arrêt, il est encore très très mal vécu par les Français. 7 Français sur 10 aujourd'hui pensent que le fait de se souvenir de son mot de passe est déjà un premier obstacle dans son expérience, dans sa navigation sur les différents supports. Donc là, on est plutôt sur de la revisite. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'onboarding, on a 74% des Français qui pensent qu'un formulaire de création qui est trop long va être encore une fois un obstacle à l'achat et à la souscription. Donc il faut arriver à prendre en compte ces considérations du consommateur pour pouvoir arriver à apporter les bonnes réponses. Par rapport à ça, il y a aussi des envies qui sont importantes côté du consommateur. Et ces envies, elles vont notamment se tourner sur l'aspect personnalisation, connaissance client et comment j'arrive à pouvoir porter, moi, enseigne, moi, marque, une expérience qui va être différente à Guillaume Amet que à la totalité des autres consommateurs. Aujourd'hui, de manière simple, sur le web, 93% des clients disent qu'ils veulent une expérience simple et rapide
en termes de transmission de leurs données personnelles. On pourrait notamment parler de la biométrie sur les apps mobiles qui permet aujourd'hui d'identifier, d'authentifier quelqu'un de manière très rapide et du coup de pouvoir porter son identité pour personnaliser son parcours. Et si on regarde aussi ce qui se passe sur le offline, que ce soit du call center ou du magasin, 82% aussi veulent être reconnus en tant que clients et éviter d'avoir à redonner encore une fois des données personnelles au cours de leur visite. Donc ça, c'est un point qui est soulevé, et notamment ce pont entre le online et le offline. En parallèle à ça, il y a aussi une crainte importante sur l'usage des données collectées. Aujourd'hui, 75% des gens vont arrêter un parcours à cause d'une crainte de réutilisation de données sur le web. Là, concrètement, on rentre complètement dans le sujet du formulaire très long où on va aller chercher à collecter le maximum d'informations pour pouvoir enrichir sa donnée client de son côté. Par contre, c'est pas forcément en corrélation avec l'attente du consommateur qui va plutôt s'attendre à faire ce qu'on appelle du progressive profiling, c'est-à-dire arriver à lui demander de l'information au bon moment et surtout pour justifier un usage derrière. Et si on regarde ce qui se passe sur le offline, 81% des gens souhaitent plutôt arrêter un parcours parce qu'ils ont encore une fois peur de la réutilisation des données personnelles qui peuvent être réalisées. L'identité client, c'est un outil clé pour la transformation digitale. Pourquoi? En fait, il y a déjà un constat à faire, c'est que les entreprises aujourd'hui ne sont pas encore préparées. Il faut arriver à réinventer les interactions avec les consommateurs à travers l'authentification. Aujourd'hui, grâce à une application mobile, grâce à son téléphone, je vais être capable de payer, je vais être capable de pouvoir ouvrir une voiture. Donc, c'est des modes d'authentification qui viennent bouleverser ce qu'on pouvait connaître auparavant. Donc, il faut arriver à le prendre en compte. Abandonner les mots de passe. Aujourd'hui, Gartner indique que d'ici 2022, 60% des grandes entreprises et 90% des entreprises moyennes souhaitent arrêter d'utiliser le mot de passe comme étant un unique moyen d'authentification et arriver à notamment proposer ce qu'on appelle du lien magique, ce qu'on appelle du passwordless derrière. Réconcilier l'identité dans tous les systèmes, que ce soit des systèmes internes ou externes, en fait, aujourd'hui, quand on pose la question aux marketeurs, est-ce que vous connaissez bien vos clients? D'après toujours Gartner, un marketeur sur 10 va dire non, un marketeur sur 10 va dire je connais très très bien mon client, j'ai une très très bonne connaissance client. 9 sur 10 vont dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde à travers une étude Salesforce, aujourd'hui l'identité client, telle qu'elle peut être connue dans vos organisations, elle est portée par en moyenne une quinzaine d'outils digitaux, offline, qui vont porter de la connaissance client et il n'y a pas réellement d'unification de cette identité autour d'un seul et unique système. S'adapter rapidement au changement de besoin, comme vous pouvez le voir, les méthodes d'authentification qu'on pouvait utiliser il y a 10 ans, il y a 5 ans, sont déjà challengées par des nouvelles méthodes d'authentification. On parlait tout à l'heure du biométrique. Le biométrique s'est très développé dans les applications mobiles et en mobilité, mais qui se développe aussi de plus en plus, notamment sur les ordinateurs portables. Être à la pointe en termes de sécurité, il y a des enjeux qui sont très importants, je vais y revenir. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous confie ses données, il souhaite être sûr qu'il ne va pas être notamment piraté par un tiers et se conformer à toutes les régulations internationales, notamment RGPD ou encore la régulation californienne étant un point hyper important. Alors, il y a des risques qui sont avérés pour les entreprises. Tout d'abord, si je refais un parallèle avec ce que disait le fondateur de Walmart, si l'expérience client n'est pas au niveau des consommateurs, ils vont avoir tendance à vouloir les consommer chez quelqu'un d'autre. En termes de conformité et de sécurité, il y a des enjeux pour l'entreprise. Aujourd'hui, avec l'application de RGPD, vous pouvez être amené à être audité, notamment par la CNIL, pour pouvoir valider qu'aujourd'hui, vous êtes dans le respect de ce règlement européen qui permet d'assurer aux consommateurs la maîtrise des données que vous pouvez utiliser sur lui. Et ensuite, derrière, il n'y a pas d'unification des données. On constate malheureusement que encore peu d'entreprises disposent vraiment d'un socle unique de données des clients qui puissent alimenter tous les différents fronts ou backs de l'entreprise. Pour finir, avant de laisser la main à Hugo, je mets en parallèle Walmart avec Amazon. Jeff Bezos, il se définit un petit peu par rapport à l'expérience client de la manière suivante, c'est de dire que on voit nos clients comme nos invités à une soirée dont nous sommes les hommes, et c'est notre boulot de rendre chaque aspect de l'expérience client meilleur chaque jour. Donc encore une fois, l'expérience client, c'est pas un sujet qu'on doit revoir tous les 6 mois, tous les ans. C'est un sujet du quotidien qui doit faire que vos équipes doivent être tournées vers l'amélioration
de l'expérience de vos consommateurs. Je laisse la main à Hugo. Merci Guillaume. Ouais, donc effectivement, le contexte que tu décrivais en introduction, où finalement les entreprises aujourd'hui font face à des clients, doivent les adresser sur une multitude de canaux, une multitude de devices, fait qu'on a vu depuis quelques années l'émergence d'une nouvelle solution techno, en fait, qu'on appelle le SIAM, pour Customer Identity and Access Management. Donc si on veut définir le SIAM, on peut regarder la définition de Gartner qui le décrit en fait comme une plateforme qui va gérer l'identité, l'authentification, des accès et des autorisations à des clients pour accéder à des portails qui requièrent de créer un compte ou de s'enregistrer. Et en fait, cette définition, elle est très liée aux racines de l'émergence de cette techno. Et en fait, ce qui était au départ une déclinaison du YAM, donc sans le C pour Customer, qui était en fait une solution de gestion des identités et des accès, mais uniquement pour les employés au sein d'une entreprise. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble que le SIAM, donc la partie Customer, regroupe beaucoup plus de choses, doit faire face à plus de complexité. Et le premier point, c'est qu'en fait, ça va apporter beaucoup de valeur dans l'expérience client, puisqu'on gère effectivement de l'identité client. Et donc, sur cette identité client, il y a finalement un certain nombre d'enjeux, de complexité à gérer. On en a illustré quelques-uns ici. Il y a d'abord le fait que, en fait, un client, il a le choix de l'e-commerçant, il a le choix de la marque auprès de laquelle il va acheter. Et on le sait, mais il a une multitude d'alternatives possibles. Et si en fait, on va pas lui proposer un parcours à la hauteur de ce qu'il peut attendre, à la hauteur des standards du marché aujourd'hui, il va pouvoir être impatient. En tout cas, il va être exigeant et il va être volatile. Il y a une notion aussi à appréhender, on l'a dit en intro, mais multiples points de contact. Donc, il va falloir pouvoir adresser ce client, lui permettre de s'authentifier sur une multitude de devices, une multitude de canaux et lui délivrer une expérience qui puisse être homogène, qui puisse être au même niveau sur l'ensemble de ces canaux, donc partout et tout le temps finalement. Il y a une notion autour du volume de données, mais une solution B2C doit évidemment faire face à un volume colossal de données clients, notamment lors de pics d'activité comme un lancement de nouveaux produits, comme un Black Friday ou un autre événement promotionnel. Et du coup, lié à ça, il y a aussi une notion de haute disponibilité. C'est-à-dire que la solution doit aussi permettre une montée en charge, c'est assez critique puisque des fronts, une plateforme d'authentification qui ne va pas fonctionner dans un moment clé, c'est une perte totale et immédiate de revenus. Ensuite, c'est une solution qui doit pouvoir en fait gérer, s'interfacer avec une multitude de différentes sources de données, puisqu'en fait cette donnée client, elle va être, comme tu le disais Guillaume, elle va être consommée, elle va être utilisée dans tout plein d'applications métiers, d'applications back-office, et donc il y a une notion de trouver une solution qui va pouvoir facilement s'interfacer avec votre legacy, avec votre système existant. Les consommateurs, on sait qu'ils changent régulièrement, très souvent de comportement, et donc il faut aussi pouvoir trouver une solution qui soit agile pour pouvoir aller accompagner ces changements dans les habitudes de consommation de vos clients. Il y a une notion forte, tu viens d'en parler, de confidentialité, mais il y a un enjeu réglementaire très fort quand on gère de la donnée client. On le sait, le législateur, notamment avec RGPD pour ce qui concerne l'Europe, ne rigole pas en termes de sanctions liées à des violations de données personnelles. Et tout ça, c'est sans mentionner les risques liés à la sécurité et risques aussi en termes de coûts directs et indirects en cas d'intrusion ou d'attaque sur les données de vos clients. Et après, il y a un dernier élément de contexte important, c'est l'autonomie des utilisateurs. Un principe qui est lié en fait à l'indépendance de vos clients. Bien évidemment, chaque client est maître des infos qu'il va vous donner, donc aussi de leur véracité, de la fiabilité et de quand il va vouloir vous les donner. Donc ça va donner lieu en fait à une réflexion autour de la façon dont on collecte les données aujourd'hui et une réflexion autour de la mise en place de stratégies qui vont permettre de recueillir des données qui soient le plus fiables possible, qui soient qualifiées, tout en limitant en même temps les risques d'abandon de parcours qui vont être liés à ce qu'évoquait Guillaume, une fatigue des consommateurs puisque on leur demande trop de données et qu'ils sont fatigués de donner trop de données aux marques avec lesquelles ils interagissent. Du coup, une fois qu'on a mis ça en perspective, ces enjeux-là, on pourrait se dire qu'en fait, le SIAM, pour nous, c'est plutôt une passerelle vers une expérience client qui va être moderne, qui va être enrichie, qui va couvrir l'ensemble du cycle de vie de l'identité d'un client,
qui va lui permettre pour le client d'avoir la main sur ses données et qui va présenter la possibilité d'unifier des profils à travers un ensemble de systèmes. Donc en fait, en disant ça, on comprend que toutes les entreprises aujourd'hui qui veulent mettre en place des stratégies pour mieux accompagner leurs clients, mieux comprendre leurs clients, être finalement customer-centric, réfléchissent à la mise en place de ce type de solution. Et on sait que c'est une vraie décision structurante, impliquante, que de choisir une solution SIAM, parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à votre contexte, à votre besoin et pouvoir correctement s'imbriquer dans l'existant. Donc nous, aujourd'hui, chez Reach5, on est donc une plateforme leader du SIAM sur le marché et on vient couvrir l'ensemble des besoins liés à l'identité, à la gestion de l'identité client. Il y a 5 pans à la plateforme. C'est d'abord connecté, donc une plateforme de connexion, d'authentification, de création de compte client qui va être adaptée à l'ensemble des canaux, donc physiques et digitaux, et qui va proposer tout le panel de méthodes d'authentification modernes connues aujourd'hui. Donc, on va se parler de biométrique, de connecteurs alternatifs, de connexion sans mot de passe, connexion à mot de passe unique, etc., etc. Et on a ensuite un module de gestion des consentements et des préférences de vos clients qui va vous permettre, de vous mettre en conformité avec la législation en la matière et 2, qui permettra à vos clients de pouvoir exercer tous les droits qu'ils ont sur leurs données personnelles. Ces données clients et ces consentements, ils vont être ensuite stockés dans un référentiel d'identité unique. Les données, elles vont être réconciliées, elles vont être unifiées, anonymisées pour ensuite pouvoir être déployées dans tout votre écosystème et on va gérer ensuite les accès, les autorisations aux applications tierces. Donc aujourd'hui, on accompagne une 50aine de grands comptes à l'international. On gère plus de 65 millions d'identités clients. Et en fait, chez l'ensemble des clients avec lesquels on travaille aujourd'hui, quand on initie les discussions, on se rend vite compte de 2 choses. D'abord, qu'il y a une méconnaissance, on a vraiment un rôle d'évangélisation aujourd'hui sur notre techno. Il y a une méconnaissance. Et le deuxième point, c'est que dans les discussions, dans les constructions de business case qu'on peut avoir avec nos interlocuteurs, on se rend vite compte qu'en fait, notre solution, elle répond à différents enjeux de différents métiers au sein de l'entreprise et qu'en fait, la bonne manière de montrer toute la valeur que ça va apporter, c'est de construire un business case à plusieurs facettes qui va montrer en quoi finalement un SIAM va apporter de la valeur à différents métiers, à différentes équipes au sein de l'entreprise. On n'a pas aujourd'hui sur notre sujet, comme on peut avoir un CRM manager qui va driver un projet, qui va piloter un projet. Nous, on va vraiment s'adresser à différentes typologies de personnes dans l'entreprise. Donc, si on regarde les enjeux un peu et les valeurs, la valeur ajoutée que va apporter une solution de gestion des identités au sein de l'entreprise, les discussions, elles commencent souvent avec une BU digitale, avec un CDO qui va souvent être à l'initiative en fait du projet de la transformation digitale. Et lui, il va considérer en fait une solution de gestion d'identité comme un moyen de donner du sens, de relier finalement toutes les initiatives, les efforts qui sont opérés au niveau du digital et de l'omnicanalité. Et en fait, d'assurer aux consommateurs un accès qui va être facilité, qui va être sécurisé, une expérience homogène entre les différents services digitaux qui sont proposés sur l'ensemble des points de contact. Et souvent, le meilleur moyen en fait de montrer la valeur de ce qu'on fait à un CDO, à quelqu'un qui s'occupe vraiment du digital au global, c'est pas de montrer la valeur d'une solution SIAM pour une solution SIAM en tant que telle, mais c'est plutôt de la mettre en perspective avec d'autres initiatives qui existeraient déjà autour du digital. Et un exemple qu'on voit souvent, c'est notamment dans le cas d'une migration de plateforme e-commerce, où on a pu observer chez plusieurs de nos clients, KPI à la clé, qu'en fait, intégrer une solution de gestion des identités en amont d'un replatforming allait aider à réduire les temps de migration. Pourquoi ? Parce qu'on va venir récupérer les identités clients avant la migration, on va les héberger, les hoster sur notre plateforme, et une fois que la migration a eu lieu, on va venir les repopuler sur la plateforme. Donc en fait, ça va réduire par 2 les temps de migration. Et d'un point de vue client, ça va être une expérience sans couture, puisque pas besoin de se recréer un mot de passe, pas besoin de se reloguer, ça va être totalement transparent. Si on s'intéresse maintenant aux gains apportés pour le marketing, donc pour un CMO, ici le SIAM il va jouer un rôle important dans sa capacité à fédérer, créer une vue unique autour de chaque client. Et en ça, en fait, d'améliorer votre connaissance client, d'améliorer votre capacité à adresser vos clients, et notamment en termes de personnalisation.
Ça va être intéressant aussi si vous avez plusieurs marques en portefeuille, parce qu'en fait, la solution, elle va permettre de mettre un référentiel unique d'identité client autour de ces marques et du coup d'apporter une expérience unifiée, cohérente à vos clients d'une marque à l'autre. Ça va également contribuer à la satisfaction client, puisque tout simplement c'est un parcours plus rapide, une authentification plus rapide, une reconnaissance plus rapide, et du coup je vais arriver plus vite à mes fins, donc à trouver mon produit et acheter le produit que je souhaite. Et enfin, côté marketing, une meilleure gestion de l'identité, ça va être aussi un meilleur ROI sur d'autres applications internes qui vont consommer de l'identité. Et donc quand on se parle par exemple d'un CRM qui va être alimenté par de la donnée client, comme en fait on a un unique référentiel de données clients qui va s'appeler le SIAM et qui va venir alimenter cette application-là, on va avoir une donnée qui va arriver, qui va être déjà unifiée et qui va être beaucoup plus riche que sans solution de gestion de l'identité. Pour la partie e-commerce, donc pour un directeur e-commerce et plus largement pour toute entreprise qui vend en ligne, c'est d'abord un gain dans l'amélioration de la conversion, dans la mesure en fait où le cycle d'achat depuis la création de compte jusqu'au checkout va être réduit, le nombre de clics va être réduit, on va avoir moins d'abandon de panier et donc on va pouvoir augmenter sa conversion. Pour un CIO de son côté, c'est bien souvent lui qui va mettre en musique le projet, le suivre à long terme. Et là, je dirais que la valeur apportée, c'est surtout dans la fédération de l'identité client au sein du système d'information. On va contribuer finalement à homogénéiser les systèmes, abolir les silos, réunir les bases clients. Et du coup, on va contribuer à ce travail d'unification, d'homogénéisation de la donnée au sein du SI, apporté grâce à ce référentiel client qui va être unique. Et enfin, pour un DPO, donc côté data, là, on va avoir un projet qui va être clairement au cœur de sa stratégie, qui va contribuer finalement à limiter tous les risques liés à la protection des données et contribuer en même temps à améliorer la mise en conformité face à RGPD. Donc en fait, c'est vraiment, quand on aborde des discussions, c'est vraiment en couvrant l'ensemble de ces enjeux qu'on va rendre le projet pertinent et prioritaire dans la roadmap de nos interlocuteurs. Et du coup, quand on a dit ça, quand on avance sur les projets, il y a souvent un point qui revient souvent de nos clients, c'est dans un premier temps de se dire, mais finalement, est-ce que j'aurais pas meilleur compte à développer le projet en interne plutôt que d'acheter une solution comme Reach5 sur le marché? Et en fait, quand ils se penchent en profondeur, quand ils commencent à utiliser la solution, à soulever le capot, ils se rendent compte qu'en fait, il y a une grande majorité de fonctionnalités qui sont pas visibles. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet iceberg, c'est-à-dire même si les fonctionnalités basiques de la solution qui vont être visibles comme des méthodes d'authentification pourraient être réplicables assez facilement, en fait, ce qui fait la force de la plateforme, de l'écosystème, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est toutes les fonctionnalités qui fait qu'on peut vraiment parler d'une notion de plateforme. Il y a ensuite une notion d'investissement continu nécessaire. Nous, chez Reach5, on a mis 3 ans de R&D, d'investissement menés par des experts de l'identité pour développer la plateforme. Et ensuite, c'est une équipe tech depuis 3 ans de 20 personnes qui est en veille technologique permanente, qui apporte des innovations pour qu'on soit au niveau des standards du marché et bien sûr qui en veille aussi sur tout l'aspect réglementaire et légal lié à la gestion de l'identité client. Il y a un enjeu aussi d'agilité. Il faut pouvoir rester agile. On l'a dit, mais les habitudes des clients évoluent et donc il faut pouvoir avoir moyen d'améliorer, de changer ces méthodes, notamment d'authentification, quand les habitudes des consommateurs changent. L'autre point, c'est une nécessité de focus stratégique, c'est-à-dire que toutes les ressources que vous pourriez mettre pour le développement d'une solution interne, c'est finalement des ressources qui ne seront pas consacrées à d'autres sujets, certainement plus stratégiques dans votre business, comprendre le client, répondre à ses attentes et finalement servir votre client. Autour de l'identité client, il y a une notion aussi de compétence importante. Quand on gère l'identité d'un point de vue IT, il y a des normes, il y a des standards qui évoluent. Et donc, cette expertise-là, aujourd'hui, nous, on l'a chez Reach5 et on sait que sur le marché, elle est assez rare. Et après, le dernier aspect, c'est un aspect qui est lié à la législation, qui est assez primordial.
Guillaume l'a dit, mais la mise en conformité avec RGPD, elle s'est faite dans la douleur en 2018 pour beaucoup de marques. On a encore des nouvelles mesures qui arrivent, et donc c'est aussi là le confort de s'appuyer sur une plateforme qui va vous apporter cette mise en conformité. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'un projet SIAM, de notre point de vue, ça doit être un projet gagnant-gagnant, un projet qui fait gagner vos clients dans l'expérience d'achat, dans la sensation d'être dans une marque qui va gérer ses données qui va mettre ses données en sécurité. Et pour vous, pour l'entreprise, ça va être finalement une meilleure connaissance client, plus de conversion et l'assurance d'être en conformité et de proposer un environnement d'achat sécurisé. Donc, pour illustrer ça, on vous propose de vous présenter 2 cas d'usage. Un premier que Guillaume va vous présenter, qui est plutôt tourné autour de l'expérience client, et ensuite je reprendrai la main pour vous partager un cas qui présente plutôt les avantages côté entreprise. Merci Hugo. Donc, comme évoqué, dans la vraie vie, ça donne quoi en fait des améliorations de parcours? Je vais vous parler de manière illustrée d'un parcours qui se fait notamment un parcours d'onboarding dans un réseau de stations essence. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu des expériences qu'on peut avoir notamment avec la vente à emporter depuis le déconfinement. Ce sont des acteurs, les restaurateurs qui font de la vente à emporter habituellement, qui ont dû aussi s'adapter très rapidement au contexte. Alors aujourd'hui, en fait, quand j'arrive dans une station essence avec un automate, excusez-moi, quand je vais insérer ma carte de paiement, cet automate va me donner un usage qui va me dire si vous souhaitez recevoir vos tickets de manière dématérialisée par email, renseignez votre numéro de téléphone portable. Donc ça rajoute une étape par rapport au parcours habituel que je peux avoir, mais je me dis la valeur qui m'est présentée est quand même très intéressante. Je vais saisir mon numéro de téléphone portable, ça va très vite, je reçois un message de confirmation qui va me dire nous avons envoyé donc un SMS au numéro donné, donc vous allez recevoir le formulaire pour accéder à vos tickets. Donc là, on est clairement dans une expérience d'onboarding, c'est-à-dire que là, le consommateur, il ne me connaisse pas, je viens de mettre ma carte bleue, comment j'arrive à pouvoir créer un profil client pour pouvoir enrichir ma base de données derrière. Et là, on est dans un cas où on va utiliser comme clé principale, dans un premier temps, le numéro de téléphone portable. Ce qui d'ailleurs, mis en parallèle avec l'habitude et l'usage des millennials, est plutôt cohérent puisque aujourd'hui, comparativement, le taux d'utilisation du téléphone portable et du numéro de téléphone portable commence à devenir de plus en plus important en comparaison avec l'email. Aujourd'hui, vous avez des ados qui ont pas forcément d'email, mais qui ont bien évidemment un téléphone portable. Alors, une fois que je reçois ce SMS, que vous pouvez voir là, en fait, j'ai un lien qui me redirige directement vers un formulaire dans lequel je vais pouvoir compléter les informations, on va dire plutôt basiques, email, nom, prénom, un mot de passe. Et à partir de ce moment-là, je vais être enregistré directement, donc mon profil client va être enregistré directement. Il va y avoir une vérification, et ça c'est un point qui est important. Si je donne un mauvais numéro de téléphone portable, je ne vais pas recevoir le SMS, je ne vais pas pouvoir m'enregistrer. Donc ça, on est dans les sujets de délivrabilité et de qualité des données qui sont données par le consommateur. Comme là, moi, je vois un avantage à donner de bonnes informations, je ne vais pas m'amuser à donner des informations, des emails poubelles ou un faux numéro de téléphone, parce que en fait, vous m'avez proposé quelque chose qui m'intéresse. Il y a une très très bonne pratique, c'est-à-dire que c'est bien de renseigner un email, c'est quand même mieux de le vérifier. Donc je vais recevoir un email qui va me dire que pour finaliser la création de mon compte, je vais devoir cliquer sur un lien. Une fois que j'ai cliqué, mon profil est validé, mon compte est définitivement ouvert, et là je vais pouvoir accéder à mon interface qui va me permettre de pouvoir voir mes e-reçus et de pouvoir potentiellement télécharger des documents, que je sois un particulier ou un professionnel, dans le cadre des notes de frais notamment. Si je fais un autre parallèle avec l'usage du téléphone portable et du numéro de portable, si aujourd'hui vous regardez dans Paris, vous avez de plus en plus de petits restaurants qui font de la vente à emporter, exclusivement de la vente à emporter, sur lesquels vous allez voir une tablette tactile dans lequel on va vous dire pour recevoir des offres de fidélité, saisissez votre téléphone portable. Donc quand vous le saisissez, vous n'avez aucune autre information qui vous est demandée. Ils ne savent pas qui je suis, ils savent juste ce que je possède, c'est-à-dire le numéro de téléphone portable. Et en fait, ces acteurs, avec le déconfinement, la crise du Covid, ils ont réussi à s'adapter d'une manière assez smart. C'est de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle un profil
de client light, c'est-à-dire que j'ai juste un numéro de téléphone portable. Je vais lancer un nouveau service qui est le click and collect pour des sujets de réassurance. Ben, en fait, je vais lui envoyer un texto en lui disant si vous souhaitez faire du click and collect, ben, vous pouvez. Je clique, même principe que dans le cadre de la station-service, je vais pouvoir aller finaliser ma création de compte avec le minimum d'informations nécessaires pour pouvoir servir ma commande. Et là, du coup, je rentre dans une expérience qui est hyper sympa pour le consommateur. Je redonne la main à Hugo. Oui. Vous m'entendez? Désolé, j'ai eu un petit souci. Oui, c'est bon, je te confirme, ouais, tout est bon. Okay. Oui, tout est bon. Ok, donc merci Guillaume. Ici donc sur ce cas d'usage anonymisé volontairement, donc c'est l'un de nos clients, un acteur leader de la grande distribution, enseigne qui détient une vingtaine de marques, avec évidemment beaucoup de produits et de services derrière. Une partie de ces marques qui ont été rachetées, donc il y a de la croissance externe. Et donc, du coup, en définitive, une accumulation de silos avec peu de synergie d'un point de vue IT, des technos différentes, des équipes différentes derrière chacune de ces marques et une multitude de bases de clients à administrer. Donc, d'un point de vue groupe, ça constituait finalement une faible connaissance client, pas de réconciliation entre les données d'une marque à l'autre, et des consentements clients à gérer de façon distincte, marque par marque. Côté client, vous l'imaginez, mais du coup une expérience fragmentée, puisque je suis pas reconnu d'une marque à l'autre. Je peux être client de plusieurs marques, je dois à chaque fois me recréer un compte, me réauthentifier à chaque fois que je passe d'une marque à l'autre, et finalement beaucoup de friction dans mon parcours d'achat. Donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on est venu fédérer en fait sur notre plateforme plus de 10 millions d'identités clients. Et en fait, on a créé une plateforme d'authentification continue entre ces marques avec du SSO, donc qui permet aux clients de ne pas avoir à se reconnecter quand ils passent d'une marque à l'autre. Donc, en fait, ça consiste en aujourd'hui une expérience client totalement unifiée, homogène, sans interruption de parcours entre les marques. Et donc, cette création de ce qu'on appelle un compte client unique. Donc j'ai mon compte client qui me permet, quand je vais acheter chez une nouvelle marque, d'être tout de suite populé, reconnu avec mes informations. Du coup, même chose pour les consentements. En fait, on a créé aussi un consentement groupe qui va du coup donner beaucoup plus de latitude à l'enseigne, notamment en termes d'action marketing derrière, comme vous pouvez l'imaginer. Et en termes de résultats, évidemment, ça donne lieu à une bien meilleure connaissance client, des possibilités de cross-sell. Je sais si un client a acheté chez une marque, donc je peux aller lui proposer des produits affinitaires d'une autre de mes marques en portefeuille, et aussi un certain nombre de synergies, des synergies d'un point de vue opérationnel et puis des synergies d'un point de vue également IT. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur ce cas d'usage-là. Évidemment, on effleure les sujets. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez creuser, il y a le module de questions sur lequel on vous invite à nous poser des questions. Et puis, on est évidemment disponible, on vous donnera nos coordonnées en fin de présentation pour creuser ces sujets-là. Alors merci Hugo, et on a en effet un certain nombre de questions qui sont tombées. Je vais me permettre de répondre à la première. Donc qui fait écho qu'il y a de plus en plus de grandes entreprises notamment qui proposent des parcours d'achat sans création de compte client, et que a priori, c'est une attente de certains clients de ne pas être tracés et d'acheter encore plus simplement. Alors en fait, la question c'est oui, ce qu'on pourrait appeler le guest checkout, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire un checkout sans être authentifié, est en effet des éléments, une valeur qui peut être perçue de manière très très positive de la part du consommateur. Par contre, en fait, il faut juste avoir en tête les contraintes que ça peut amener. Là, je vais prendre tout simplement mon expérience personnelle. Une de ces grandes entreprises s'appelle Nike. Nike, quand vous achetez sur le site, vous avez la possibilité de faire du guest checkout, d'arriver à la fin de votre parcours, de valider votre commande, de payer. Mais à la fin de cette étape-là, Nike va rajouter une étape qui pour moi est primordiale, c'est de dire Guillaume, vous n'avez pas créé de compte. OK. Par contre, moi, je vais vous rappeler ce que la création de compte va vous apporter en termes de valeur en tant que consommateur. Et là, Nike va me dire, en fait, vous allez intégrer la communauté Nike, vous allez pouvoir bénéficier d'offres supplémentaires, vous allez être reconnu en tant que Guillaume, donc vous allez faciliter vos futurs
tunnel d'achat. Et en plus, derrière, vous allez être capable de pouvoir suivre vos commandes. Moi, il m'est déjà arrivé de faire du guest checkout chez certaines enseignes, notamment dans l'électronique, où au final, je fais ma commande, j'ai pas créé de compte et je reçois pas de suivi de commande, je reçois pas d'information. Donc comment ça va se concrétiser? En fait, je vais appeler un call center. Et puis un appel sur un call center, ça coûte cher, notamment pour des sujets qui n'ont pas forcément énormément de valeur ajoutée. Donc en effet, ça fait partie des parcours qui sont souhaités par les consommateurs, mais il faut aussi le mettre en parallèle avec le fait que les consommateurs souhaitent de plus en plus de parcours personnalisés et customisés. Donc la question de l'authentification reste vraiment centrale pour pouvoir faire en sorte d'authentifier de la manière la plus simple possible. Une autre question, Hugo, je vais te laisser y répondre sur l'ownership du projet notamment. Ouais. Sur l'ownership du projet, je pense qu'on y a un peu répondu. En fait, souvent, nos projets ils débutent avec les métiers, donc avec le marketing ou le digital, parce qu'on va répondre vraiment à des enjeux métiers, d'amélioration des parcours, d'augmentation de la conversion. Et très vite, en fait, il faut impliquer les équipes IT, parce que c'est elles qui vont mettre en œuvre le projet. Et vous l'avez compris, ça fait partie d'un projet de transfo digital. Donc, ça va devoir s'imbriquer dans un écosystème, dans un IT existant. Donc, souvent, derrière, c'est l'IT qui va reprendre le lead sur le projet. Donc ça, je l'avais déjà couvert. Il y a une question qui est intéressante autour de est-ce que finalement c'est possible de notre point de vue de se passer complètement de l'email aujourd'hui dans une interaction avec un client. Là-dessus, je dirais que ça dépend en fait la nature de votre business, comment vous opérez. Si on regarde des entreprises qui sont en avance sur notre sujet aujourd'hui et qui opèrent principalement sur le mobile, il y en a beaucoup chez qui aujourd'hui, en fait, vous n'allez jamais devoir renseigner d'email pour vous créer un compte. On peut donner l'exemple d'Uber. Si vous n'êtes pas encore client Uber et que vous téléchargez l'appli, en fait, tout va se passer avec votre numéro de téléphone et vous allez rester dans un environnement uniquement mobile. C'est possible, évidemment, après d'aller rajouter son email, notamment pour aller consulter ses receipts, etc. Mais en tout cas, ça dépend, je dirais, de l'activité sur laquelle vous êtes et du profil de vos clients. Alors, une question qui revient assez régulièrement, c'est combien de temps ça dure un projet de l'ampleur des cas qu'on a pu présenter. En fait, tout va dépendre surtout de la criticité de ce projet dans le cadre de votre organisation. On a des clients qui sont capables de pouvoir mettre en place des solutions dites de SIAM en l'espace de 3 à 4 semaines, tout comme on en a d'autres pour lesquels le SIAM est une partie d'un projet encore plus global de transformation digitale. Donc, on a des clients qui vont peut-être mettre 6 mois à pouvoir implémenter la solution. Donc, tout va dépendre notamment de vos capacités à pouvoir accompagner l'intégration, que ce soit avec des équipes de dev internes ou potentiellement à travers un intégrateur. Et ensuite, derrière, de la criticité du projet pour vous. Donc ça, c'est un point qui va être vraiment, on n'a pas réellement de moyenne constatée. Si vous voulez aller vite, vous pouvez aller vite. Voilà. On est désolé, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on va se permettre de pouvoir y répondre de manière offline. En tout cas, merci pour la qualité des questions qui ont été posées aujourd'hui. C'était appréciable. Je laisse la main à Hugo pour les dernières secondes de ce webinaire. Oui, merci Guillaume. Donc en conclusion, voilà les 3 grands pans qu'on couvre avec la solution, c'est amélioration de l'expérience client, mise en conformité par rapport à la législation et apporter de la sécurité autour de vos données clients. Donc, si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez échanger avec nous, on sera un plaisir d'en discuter au cours d'une réunion prochaine. On a un autre webinaire qui est prévu la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et tous les webinaires qu'on a pu faire sur les dernières semaines et mois sont disponibles également en replay sur notre site web. Pour terminer, on voulait introduire cette initiative. C'est une initiative qu'on a commencée pendant le confinement pour accompagner finalement les entreprises dans cette période particulière. On propose en fait à l'ensemble des entreprises aujourd'hui qui souhaiteraient avoir un audit de notre part sur leur parcours avec un œil externe d'experts qu'on a en interne, de passer une journée sur vos sites web, sur votre app, et d'auditer vos parcours et de nous faire part de vous faire part de nos recommandations sur ces parcours-là. C'est totalement gratuit. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous trouverez ça disponible également sur notre site web. Merci à tous, en tout cas, pour votre attention. Passez une excellente journée et merci encore pour votre présence. Merci, au revoir. Merci Guillaume.